Mesdames et messieurs, c'est un bonheur renouvelé de nous retrouver maintenant à ces rendez-vous qui deviennent un rituel. On a vu un extrait et je me suis dit, désormais, je commence à radoter. Parce que je ne fais que me répéter et en m'écoutant, je me dis qu'il n'y a aucun intérêt à ce que j'intervienne. Donc je suis venu plus vous saluer, vous soutenir que d'intervenir. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit parce que je n'ai pas réussi moi-même à me renouveler. Je viens de constater ça. Mais je vais essayer quand même. Je trouve que ce sujet est enfin pris au sérieux au niveau mondial et son impact au niveau national est très fort. Je suis ravi de voir que le sujet est aujourd'hui au centre des débats et des préoccupations de tout un chacun. Comme ça a été cité, lorsque Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait pris une décision forte de produire de l'énergie renouvelable au Maroc, dans le temps, le coût de l'énergie était exorbitant. Et il était compliqué pour des opérateurs économiques, pour des observateurs, d'imaginer que ça pouvait être utile. On se disait, c'est quelque chose qui est destiné aux pays développés, c'est pour faire joli, c'est pour dire moi aussi je fais de l'énergie propre, plus que de dire qu'un jour ça pourrait servir. Donc on a observé avec beaucoup d'intérêt, mais sans nous y engager totalement. Eh bien, les décisions royales ont été de produire 42% d'abord de l'énergie que l'on consomme, et puis, Sa Majesté a relevé le niveau à 52%, en disant que 52% d'énergie que le Maroc allait consommer allait être de l'énergie renouvelable. On ne savait pas, dans le temps, que le monde allait évoluer sur deux axes différents. Le premier axe, qui est important, est le coût de l'énergie renouvelable, qui a fortement chuté. Donc c'est un élément essentiel, il fallait avoir cette vision-là. Et j'avoue que la majorité des gens ne l'avaient pas, on ne l'avait pas. Et que cette courbe s'est inversée et que l'énergie renouvelable, aujourd'hui, est largement inférieure en termes de coût à l'énergie fossile. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons négocié de l'énergie renouvelable pour le secteur industriel à des réduction importante, variant, je ne suis pas censé de dire de chiffres, comme il est confidentiel, je vous le donne, comme on n'est qu'entre nous, n'est-ce pas? Ça baisse entre 25 et 30%. C'est colossal. Vous passez d'une industrie non compétitive à une industrie compétitive que sur le volet énergie, lorsque cette industrie est énergivore. Et il y en a beaucoup. Pourquoi c'est devenu essentiel pour le Royaume ? Nous avons fait de l'intégration un mot d'ordre dans le secteur industriel. Nous avons travaillé sur le taux d'intégration locale, ce qu'ils appellent le TIL. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réorganisés en écosystèmes. L'objectif était d'avoir des locomotives dans ces écosystèmes, mais autour de ces locomotives, une myriade de PME qui puissent servir cette locomotive en composants. Si on prend l'aéronautique ou l'automobile, ces pièces détachées qui sont soit importées, soit fabriquées au Maroc, ça change tout. Lorsque vous les fabriquez localement, votre taux d'intégration locale devient important et votre compétitivité augmente. Mais nous sommes arrivés à un plafond de verre qui fait que, si on prend le cas de l'automobile qui est à un peu plus de 60% de taux d'intégration, si on veut passer de 60 à 80%, eh bien, malheureusement, on se heurte à un sujet qui s'appelle l'énergie. Pourquoi ? Parce que vous rentrez immédiatement dans des industries qui sont extrêmement énergivores, du type, lorsque vous fabriquez des pare-brises de voitures ou vous fabriquez tout ce qui se fabrique avec le verre, eh bien, vous importez le verre et vous le transformez pour fabriquer vos pare-brises. Si vous voulez rentrer en profondeur dans l'industrie, il faut partir de la silice. Et de cette silice-là, vous devez fabriquer votre verre avant de fabriquer le pare-brise. Cette étape qui vous donne des
taux d'intégration supérieur est extrêmement énergivore. Lorsque vous faites vos calculs et que votre énergie est déconnectée par rapport à des pays producteurs d'énergie, eh bien vous pouvez l'appeler concurrence déloyale, chacun l'appellera comme il veut, mais la nature est ainsi faite. Certains ont de l'énergie renouvelable, d'autres n'en ont pas, d'autres ont de l'énergie fossile, etc. Eh bien chacun d'entre nous doit se débrouiller avec ce qu'il a. Nous, à date, nous n'avons pas suffisamment. Nous avons un peu d'énergie, de gaz, etc., mais pas suffisamment pour dire que nous sommes totalement autonomes en termes d'énergie fossile. Nous l'importons. Donc le coût est élevé. Lorsque l'industrie devient très consommatrice de cette énergie, eh bien votre coût est déconnecté. C'est la raison pour laquelle augmenter votre taux d'intégration lorsque vous arrivez à ce plafond de verre, lorsque vous avez tout fait qui est en énergie raisonnable en termes de consommation et vous rentrez dans le dur, vous voulez faire de l'acier, vous voulez faire du verre, vous voulez faire du plastique, par exemple, eh bien, toutes ces industries, le cœur de leur business plan, de leur modèle économique, est basé sur le coût de l'énergie. Donc, lorsque votre énergie est trop chère, vous êtes disqualifié. Nous avons fait l'exercice avec de l'énergie renouvelable et comme par hasard, avec l'énergie renouvelable, nous devenons enfin éligibles à ce type d'industrie ô combien nécessaire si, par exemple, pour l'automobile, nous voulons passer de 60 à 80% de taux d'intégration. Il est impossible de la faire avec de l'énergie déconnectée par rapport au prix, par exemple, de l'énergie fossile en Espagne ou en Europe, parce que vous êtes pénalisé fortement. Alors, aujourd'hui, il se trouve que la capacité produite d'énergie renouvelable au Maroc est suffisante. Ce qu'il faut, c'est certainement pas de la brûler sur des ampoules ici, dans des salles de conférence ou dans des domiciles. Ça ne sert à rien, on ne décarbone rien. Mais c'est de l'utiliser là où nous avons un avantage, c'est-à-dire l'industrie. Peut-être que certains diront que je prône pour ma paroisse, j'assume. Il faut absolument décarboner l'industrie marocaine pour plusieurs raisons. La première, et non la moindre, l'Europe, comme ça a été dit, dans quelques mois, met en œuvre la décision de cette taxe carbone. Cette taxe carbone peut être à des taux, par exemple, suffisants pour mettre les narines de concurrents en dessous du niveau de l'eau, pour qu'ils arrêtent de respirer. C'est de bonne guerre. C'est comme ça qu'on se défend. Chacun se défend avec ses outils. Certains avec de la compétitivité, d'autres avec des barrières. Ça peut être des barrières tarifaires ou non tarifaires. Chacun joue comme il peut. Quand on joue à la loyale, c'est ce que le Maroc a décidé de faire depuis toujours. On a été cofondateur de l'OMC et le Maroc a été un des meilleurs élèves de l'OMC en termes de respect des normes de l'OMC. C'est une décision du pays qui a été respectée totalement. Donc on ne joue pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas subi de temps en temps des jeux de gens en face de nous, mais ils finissent tous par revenir à la raison. Je pense que la raison est importante. Donc je disais, il y a deux axes. C'est que 65% de nos exportations sont à destination de l'Europe. Donc qu'on le veuille ou non, cette taxe carbone peut nous impacter. Ce n'est plus un sujet de légèreté, c'est un sujet sérieux. Donc nos zones industrielles, nos industries doivent être décarbonées. C'est le rôle de l'État de vous accompagner et c'est le rôle des industriels de se réveiller. Lorsque cette taxe carbone va être mise sous quelques mois en application, et elle pourra être flottante, comme je vous ai dit, eh bien, si votre production n'est pas décarbonée, elle est en risque maximal. Donc il faut qu'on s'y mette très rapidement. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est que la compétitivité, vous ne l'aurez pas au niveau industriel.
en majorité. Quand vous consommez 3% de votre coût de produit en énergie, ça passe. Quand c'est 60%, 70%, vous ne passez plus, si votre énergie n'est pas compétitive. À 3%, vous vous rattrapez ailleurs, mais à 70%, vous ne vous rattraperez jamais. Donc, le deuxième élément, c'est la compétitivité. Nous avons besoin de rentrer en profondeur davantage dans notre taux d'intégration. Nous avons réussi. Il faut s'en réjouir. De temps en temps, dans la vie, il faut s'arrêter pour faire des bilans et dire « Ok, on peut se taper sur l'épaule en disant « On n'est pas si mal que ça ». Il ne faut pas s'arrêter trop longtemps, parce qu'après le moteur refroidit, c'est compliqué à le faire redémarrer. Et puis, il faut se dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aille à l'étape suivante? On aurait pu être ravi d'avoir dans l'automobile 60%, dans l'aéronautique 40 ou 42% de taux d'intégration et dire c'est merveilleux. Non. Si je peux aller à 80, pourquoi je vais m'arrêter là? Et nous pouvons aller à 80%. Et nous pouvons aller bien au-delà. Donc ces changements sont importants. J'ajouterai à ces changements-là qui ne sont pas de mauvaises nouvelles pour nous, en autant qu'on soit réactif. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous parce que nos concurrents n'ont pas tous la chance d'avoir de l'énergie renouvelable déjà produite chez eux. La produire, ce n'est pas simple. Il faut que les conditions climatiques vous le permettent déjà pour que ce soit compétitif. Et puis, il faut un peu de temps. Il faut de l'expertise. Tout ça, nous avons appris. Nous avons appris par nos erreurs aussi. Hein. C'est la vie. On apprend en faisant des choses, en faisant quelques loupés, en se rattrapant. C'est ça ce qui s'appelle l'expérience. L'expérience n'est pas qu'une succession de réussites, c'est aussi quelques petits échecs dont la somme sigma de tout ça doit nous faire avancer. Et c'est le cas. Donc nous avons une expertise au Maroc en termes d'énergie renouvelable. Nous avons la capacité de produire moins cher et nous savons comment brancher des industries à l'énergie renouvelable. Il y a un élément qui est venu perturber tout ça, qui s'appelle la pandémie, dont certains pensaient qu'on était sorti. Non, on n'est pas encore sorti. Pour combien de temps? Personne ne sait. Je crois que nous sommes dans la salle tous aussi spécialistes que les plus grands spécialistes que nous regardons sur leurs émissions brillantes. Vous pouvez lancer ce que vous voulez. Je vous garantis que vous avez le même taux de chance de réussite que le plus grand expert mondial aujourd'hui. On nous a dit des choses et elles sont contraires. Les enfants ne portent pas. Oui, ils portent. Non, mais enfin bon. Parfois, il vaut mieux ne pas écouter, plus mettre garder les gestes barrières plus sérieusement. Mais cette pandémie a été porteuse de beaucoup de choses, de découvertes fondamentales de chacun sur soi et sur sa relation aux autres. Nous avons découvert nos capacités en interne. On a vu que pendant la pandémie, les Marocains se sont retroussés les manches, les industriels ont produit. On fait en sorte qu'on a manqué de rien, ou presque. Franchement, quand on se compare, quand je me regarde, je me désole. Vous savez que je l'aime, celle-là. Et quand je me compare, je me console. Alors comparons-nous. 2 minutes encore, n'exagérons rien. Parce que si on se compare trop longtemps, les autres vont se réveiller et vont nous dépasser. Donc, OK, on s'en est pas mal sorti sur l'approvisionnement, on s'en est pas mal sorti sur pas mal de choses. On a fait des choses merveilleuses sur la vaccination. L'organisation vaccination est un modèle qui nous donne envie de photocopier ce modèle partout, dans l'administration, partout. Et ça nous donnerait des pas en avant de géants. Donc cette pandémie nous a appris beaucoup de choses et nous a démontré notre capacité de nous renouveler et de créer, de faire de la substitution. Si on prend le cas du projet substitution que nous avons eu le plaisir de lancer, et l'idée nous est venue tout simplement lorsqu'on a vu comment pendant la pandémie, on avait des problèmes pour les écouvillons, pour un certain nombre de choses, pour les tests PCR. Le test PCR, qui ont été réalisés par Maser, ou par le ministère de l'Industrie a suivi la partie des tests, des kits de prélèvement, etc. Bien, tout ça a donné des résultats incroyables. Et quand on compare, parce qu'il y avait la rareté, donc on ne regardait même pas au coût, on a produit parce qu'il y avait de la rareté. Et puis quand on est rentré un peu plus loin pour regarder le coût, on a découvert qu'on produisait encore moins cher que ce qu'on importait. Et on s'est dit, il faut quand même regarder de plus près ce qui se passe. Donc on a ouvert un chapitre qui était cette war room de substitution, avec un objectif
ambitieux, un peu fou, mais vous savez que c'est la marque de fabrique du ministère. On essaye de pousser les objectifs un peu plus loin que ce que nous pouvons imaginer au départ. Et c'est un challenge à essayer de réaliser. On s'est dit, on va mettre 34 milliards de dirhams que nous importons, on va les substituer. Eh bien, pendant la pandémie, cette war room a mis sur pied un certain nombre de projets, et ces 34 milliards ont été dépassés, on est à 35,5 de substitution. Et on s'est dit, si on fait 34 milliards de substitution, on espère qu'on pourra quand même en exporter un peu. Donc on va dire, allez, on va exagérer, prenons la moitié que ce qu'on substitue, on l'exporte, c'est-à-dire 17 milliards. Pour un total de 51, 34 plus 17, on dit sur la balance commerciale, 51 milliards, c'est beaucoup, c'est pas mal. Eh bien, cet objectif a été largement dépassé parce que les 17 d'export se sont transformés en 50 d'export. Avec un engouement, une jeunesse, une volonté d'entreprendre, de produire, de substituer et d'exporter et de fabriquer de la qualité qui est assez impressionnante. Donc, je pense que cette pandémie nous a ouvert quelques fenêtres. On a le choix soit de les exploiter ou de ne pas les exploiter. À nous de voir. Mais je crois que ça mérite, si vous permettez, ça, je peux vous passer le micro si vous voulez. Donc, c'est vraiment cette transformation qui est intéressante et qui permet de voir l'avenir avec plus d'optimisme. Ces difficultés globales, que sont la taxe carbone installée par-ci, la pandémie par-là, la compétitivité qui devient lourde, ça peut être des freins terribles ou des opportunités extraordinaires. La compétitivité du Maroc, en regardant de plus près ce que ça peut donner, en rentrant dans les taux d'intégration locale, nous a démontré avec quelques opérateurs internationaux qui ont eu la gentillesse d'ouvrir leurs livres avec nous, de découvrir que notre compétitivité est bonne. Ça en a choqué plus d'un, je vais le répéter aujourd'hui. J'adore les choses qui réveillent. La compétitivité automobile. Nous sommes aujourd'hui en compétitivité automobile classée 3e dans le monde. Le premier étant l'Inde, le deuxième étant la Chine et le troisième étant le Maroc. C'est bizarre. Ben oui, moi non plus je ne le savais pas. Parce que quand j'ai négocié avec les constructeurs, vous savez, c'était le poker menteur. Ils disaient, ah, vous savez, quand je vous compare aux autres pays, vous êtes très loin, hein, vous savez. Et quand on est rentré dans une période de vérité, on a ouvert les livres, on a dit, mais attendez, c'est quoi ça? On est troisième? Oui, vous êtes troisième, mais... Bon, très bien. Ben, regardons comment on peut nous améliorer. Nous avons fait un exercice et nous avons démontré, pendant la pandémie, avec les constructeurs automobiles que nous avons au Maroc, que nous sommes capables d'être au même niveau que l'Inde, numéro 1 mondial. Sortie d'usine, ça parle aux industriels. Hein. Le prix, sortie d'usine. Sortie d'usine, nous sommes capables de fabriquer un véhicule décarboné. S'il n'est pas décarboné, on n'y arrive pas. Donc un véhicule décarboné sorti d'usine au Maroc peut être au même prix que le prix d'un véhicule carboné sorti d'une usine en Inde. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein, d'après les spécialistes. La qualité marocaine est reconnue. Je ne fais pas de comparaison. Elle est reconnue. Donc c'est véhicule au même prix, de qualité. Et à 14 km de l'Europe. Et s'il est décarboné, il rentrera en Europe sans être taxé par cette taxe carbone. Si vous faites la somme de tout ça, face à un véhicule qui est censé être le plus compétitif au monde, qui est le véhicule indien, qui est carboné, qui est peut-être d'une qualité légèrement inférieure à celle de la qualité marocaine, j'assume ce que je dis, et qui arrive à plusieurs milliers de kilomètres de l'Europe, si vous ne gagnez pas, c'est que vous avez un problème. Il faut aller voir votre psy. C'est ça dont on parle. Les enjeux où on intègre le décarboné. Pourquoi on parle du décarboné depuis quelques années?
Ce n'est pas pour la beauté du décarboné. Je suis désolé, je ne suis pas ministre de l'Environnement, je suis ministre de l'économie verte. Hein? Fermez vos oreilles, Simouline. S'il fallait que j'exporte des véhicules carbonés et que je suis capable d'en exporter 5 millions, croyez-moi, je les exporterai. Ralbla. Mais j'ai des objectifs à atteindre, de balance commerciale, etc. Mais il se trouve que ça se superpose aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, si vous voulez être compétitif au niveau mondial, si vous n'êtes pas décarboné, vous êtes hors jeu. Donc c'est là où je rejoins, où je deviens totalement vert. Je me dis que si on décarbone notre industrie et que de surcroît, on rentre en taux d'intégration, qu'on travaille sérieusement pour voir comment on peut se positionner parmi les meilleurs au monde. Excusez-moi, j'ai cette arrogance que je ne voudrais jamais quitter. J'ai l'illusion profonde que nous sommes capables, dans un pays qui s'appelle le Maroc, avec l'intelligence de notre jeunesse, avec l'expérience de nos moins jeunes, de pouvoir prétendre à des positions sur l'échiquier mondial. Le jour où je serai mort, je réfléchirai autrement, mais pas avant. Je suis désolé, on m'a démontré année après année que c'est ça la vérité, c'est que nous sommes capables. Alors, ceux qui n'y croient pas, je les respecte. Ils ne sont pas dans mon radar. C'est bizarre, mais ils sont invisibles à mes yeux. Ils peuvent crier, aboyer, faire ce qu'ils veulent. C'est pas très grave, c'est pas important. Parce que dans mes gènes, dans mes veines, circule cette conviction. À chaque fois que nous sommes fixés des objectifs, que nous sommes retroussés les manches, qu'on a remis du sérieux autour d'un projet, on a été capable de le livrer. Bien, pourquoi voulez-vous que je considère qu'un jeune Marocain est moins capable qu'ailleurs? Lorsque je regarde au niveau de l'aéronautique ce que ces ingénieurs marocains font, des merveilles, n'est-ce pas? Nous avons des gens ici pour en témoigner. Lorsqu'on sait faire des respirateurs de niveau international, vous voulez que j'accepte qu'on m'explique qu'ils ne sont pas bons? Vous voulez que j'accepte qu'on m'explique que le Marocain n'est pas capable de faire un produit décarboné compétitif? Il va falloir se réveiller de bonne heure pour me convaincre. Alors dans tout ça, le monde est en train d'accélérer, parce que parfois on dit que la décarbonation, c'est une danseuse, c'est une lubie, c'est pour faire joli. La mobilité verte est en train de s'imposer fortement. Plusieurs villes européennes interdisent désormais l'entrée dans la ville de véhicules non verts, avec des dates déjà annoncées. Donc cette mobilité verte, elle est là. Le Maroc n'est pas en reste. Nous produisons au Maroc des véhicules verts déjà. Le véhicule ami de Stellantis, ex-PSA de Kenitra, il est fabriqué au Maroc à 100%. Il a été conçu au Maroc par des ingénieurs marocains. Réalisé, et c'est le seul site au monde de PSA qui produit le véhicule ami. Il est produit au Maroc. Donc nous sommes dedans. Renault est en train de... J'arrête là, je ne peux pas tout vous dire. Il y a un vrai problème mondial qui se pose aujourd'hui dans le secteur industriel qui consomme des composants électroniques. Il y a une rareté dans le monde. Les usines, aujourd'hui, s'arrêtent de produire pendant un certain temps, le temps de s'approvisionner en composants électroniques. On fait partie des usines mondiales. Renault est à l'arrêt actuellement. PSA était à l'arrêt il n'y a pas longtemps, par manque de composants électroniques. Tout ça est en train de transformer en profondeur cette industrie. On ne peut pas être à l'extérieur de ces environnements. Nous avons au Maroc des usines qui fabriquent des composants électroniques. Nous avons ST Microelectronics qui fabrique des composants. Je ne suis pas autorisé à tout dévoiler. Donc je ne dirai que ce qui... Donc je dirai tout, voilà.
Non, je ne dirais pas tout. Nous avons la chance au Maroc d'avoir des choses rares. On a parlé de l'énergie renouvelable. On peut parler du cobalt, qui est utilisé dans ces environnements de véhicules verts, de batteries, etc. Vous avez entendu parler des terres rares qui permettent de faire ces composants électroniques. C'est ça la problématique aujourd'hui dans le monde, la rareté dans le monde. Donc les combats deviennent de plus en plus techniques, de plus en plus sophistiqués. Souvenez-vous d'il y a 20 ans, 30 ans, on vendait de la minute, on vendait de la force du bras pour boulonner, pour coudre, pour faire des choses comme ça. Aujourd'hui, vous vendez de la matière grise, des neurones. Et donc, ce qui s'ajoute à cette matière grise, elle est accompagnée par de nouvelles matières. On parle des terres rares pour faire ces composants électroniques. Jusqu'à un passé très récent, personne n'entendait parler de ça. Et donc le Maroc, Dieu merci, a ses capacités et ses richesses. On découvre que nous avons des choses qui intéressent ces grands groupes qui fabriquent ces composants électroniques. Je reviens à cette pandémie, elle a aussi changé quelque chose d'important, c'est que plus personne ne va avoir un seul sourcing. La Chine était un pays, et toujours, l'usine du monde. C'est l'usine du monde. La Chine a décidé de changer de modèle, je vous l'avais dit il y a plusieurs années ici. On avait souri quand en 2014, devant Sa Majesté, j'avais présenté la stratégie du plan d'accélération industrielle et je parlais du changement de modèle économique de la Chine. On m'a traité de fou, ça n'a pas changé, hein. Je le suis tout autant. Ben oui, lorsque Sa Majesté avait été reçu par le président chinois, il avait confirmé que le modèle chinois avait changé, qu'il avait un objectif. Ce n'est plus uniquement d'être l'usine du monde, mais c'est d'être aussi, en plus, et il restera l'usine du monde, mais le premier consommateur mondial. Pour ce faire, il a augmenté les salaires, et donc en augmentant les salaires, les Chinois deviennent de grands consommateurs. Ils perdent un peu en compétitivité au niveau de l'industrie, mais c'est assumé, c'est piloté. Ça, c'est la stratégie chinoise. Nous, en face, moi ce qui m'intéresse, c'est OK, c'est très bien, on aime beaucoup la Chine, mais ça, c'est la stratégie chinoise. Moi, qu'est-ce que je gagne? Ce que j'avais dit dans le temps, c'est que la Chine perdrait 85 millions d'emplois. Ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. Mais assumé. Donc, on travaille en complémentarité dans ce domaine-là. Maintenant, les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre ne veulent pas, parce que la pandémie, par exemple, il y a des zones en Chine qui ont été fermées avec la pandémie. On ne pouvait plus produire, les usines étaient fermées, et donc la chaîne au bout, qui, elle, s'approvisionnait dans cette usine exclusive, une usine en Chine, dans un coin spécifique, à Yuan ou ailleurs, bien, on a été obligé de fermer pendant plusieurs mois. Donc la chaîne d'approvisionnement est rompue. Ça, c'est le premier cours quand vous faites de l'économie ou un peu de management. Le monoclient, le monosourcing et tout ça est problématique. Et souvent, il est mortel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un monosourcing avec un problème de logistique d'approvisionnement, bien vous avez un arrêt cardiaque. Bien, le monde, aujourd'hui, réfléchit à ça, en se disant il faut diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est aussi une chance. Je reçois régulièrement, toutes les semaines, de grands donneurs d'ordre qui se posent la question sur la démultiplication de leur sourcing, parce qu'ils ont un arrêt de leurs usines pour des raisons multiples et variées. Ils ne peuvent pas se sourcer au Maroc comme seule source, c'est normal. Ils ne peuvent plus se sourcer en Chine comme seule source, s'ils font du bon management, du management acceptable. Normalement, un CEO qui se source, c'est un seul, a un problème. N'est-ce pas, Sylvain Barré? Je ne fais référence à rien du tout. Mais c'est problématique. Et aujourd'hui, globalement, le monde se pose la question. Donc, la Chine, qui était l'unique fournisseur pour plusieurs donneurs d'ordre, se trouve aujourd'hui à partager un peu
une partie, parce qu'il faut avoir la capacité de se retrouver. Donc, ce changement, cette tectonique des plaques qui est en train de s'opérer, chaque pays doit savoir en tirer un profit quelconque. C'est notre travail, ensemble. Pas contre les pays, mais dans ce concert mondial, on doit jouer notre partition, sans trop de fausses notes. Donc pour jouer notre partition, il faut comprendre quels sont les enjeux et se positionner en fonction de cela. Aujourd'hui, il y a un changement de sourcing, il y a des répartitions. Il faut que dans cette répartition-là, le Maroc soit présent. Alors, dans tout cela, qu'est-ce que le ministère a fait, à part rien? Il a fait des petites choses. Des petites choses. Nous avons l'agence, l'AMI, avec Simouline, qui est en cours. Je ne suis pas censé le dire, donc je vais le dire juste complètement. Le lancement avec une war room dans les prochains jours, prochaines semaines maximum, de 150 projets. Dans le cadre de l'économie verte, nous l'avons lancé dans la substitution. Donc dans les prochaines semaines, nous aurons une war room avec le lancement de 150 projets dans ce domaine-là pour le monde industriel. Et nous espérons que ça répondra à vos attentes et à vos besoins. Nous avons, avec Maroc PME, mis en place un programme Tatouir pour des projets industriels décarbonés, pour accompagner les industriels PME pour leur décarbonation. Tout ça est en train de changer très vite. Et les bilans carbone vont devenir un vrai sujet dans les prochains mois. Parce que je dois vous taxer, je dois savoir quel est votre bilan carbone. Donc on a travaillé avec la Fondation Mohamed VI pour l'environnement, l'AMI et beaucoup d'autres, la CGEM, le ministère de l'Énergie et des Mines. Tout le monde a été mis autour de la table, en gravitant autour de la Fondation Mohamed VI, avec notre appui et l'AMI, pour accompagner les entreprises et structurer cela de façon à pouvoir faire son bilan carbone. Ça va être absolument nécessaire. Nous avons travaillé pour l'accès à l'énergie verte à des coûts moindres pour les zones industrielles. Évidemment, ça nous a impliqué, nous, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie et des Mines, et l'ONE, l'ONI. C'était des combats de bonne guerre, hein, c'est bien. On s'est chamaillé entre nous pour arriver à avoir une offre orientée vers des zones industrielles qui ira entre moins 25 et moins 30% avec de l'énergie verte. C'est ça qui va sauver l'économie industrielle marocaine pour les prochaines années. On doit avoir une industrie totalement décarbonée et compétitive. Parce que décarboner plus 30%, plus 20% par rapport à l'énergie fossile, tout le monde est capable de faire ça. Mais ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie compétitive, encore plus compétitive que ce qu'on avait, et qu'elle soit verte de surcroît. Donc nous avons réussi à faire cela. Nous avons un projet qui est en cours de finalisation aussi sur le gaz naturel. C'est important d'avoir de l'énergie verte, d'avoir du gaz naturel. Avec le ministère de l'Énergie et des Mines et l'ONIM, nous sommes en phase de finalisation. Je crois que tout est fait. Il nous restait quelques petites subventions complémentaires. Et nous avons enfin trouvé les poches pour pouvoir où aller les puiser. Donc c'est en cours de signature dans les 2 prochaines semaines. On devrait régler ça. Et l'objectif, c'est que d'ici septembre, tout soit réglé. Donc le mois d'août permet déjà l'énergie renouvelable est pratiquement derrière nous. Tout le monde a signé, tout est fait. Le gaz naturel est prêt. Le calcul de l'impact carbone est important et lui aussi, il a été mis sur pied. Ces projets d'accompagnement par l'agence et par Maroc PME pour pouvoir accompagner les entreprises à cette transformation, nous avons fait tout ce qui est en notre capacité de faire. Est-ce que c'est suffisant? Vous connaissez la réponse? Non, pas du tout. Donc nous attendons vos commentaires, vos remarques, vos critiques pour pouvoir renforcer le dispositif et faire en sorte que notre économie continue son chemin. C'est vrai qu'elle dérange. Bon, c'est normal, on le savait. Vous ne pouvez pas construire
sans déranger autour de vous un petit peu, ça fait partie du jeu, à la fois vos anciens partenaires, vos futurs partenaires, vos cousins, c'est normal. Hein. Quand vous avez une promotion, même dans l'entreprise, vos anciens collègues vous jalousent un peu, c'est normal. On préfère peut-être cette jalousie qu'on ait pitié de nous, on est d'accord. Donc espérons, comme disent les Marocains, continuons à espérer d'avoir plus de gens qui nous envient. Merci beaucoup.